Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, la visite de Ousmane Sonko à l'Université de Dakar provoque l'ire des organisations estudiantines. Le collectif des amicales de l'UCAD ne veut pas de politique dans le temple du savoir. Même son de cloche également chez les politiciens. Vous entendrez le leader du parti Visa les citoyens sur cette visite inopinée. Pendant ce temps, c'est le vide au village artisanal de Kaolack. Les clients se font rares, sans parler du fonds force Covid que beaucoup d'artisans n'ont pas encore reçu. Paradoxe, le mauvais temps ne fait pas la bonne affaire chez les laveurs de voitures car la stratégie des automobilistes est d'attendre que la poussière se dissipe. Et la page des sports en fin d'édition comme tous les vendredis avec El Hadj Malick Thiandoum. Bienvenue à tous. Les combats politiques doivent être gérés dans le champ politique et non dans l'espace universitaire, martèle le collectif des amicales des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En conférence de presse ce matin, ses membres regrettent ces rassemblements qui ont eu lieu hier en cette période inédite de crise sanitaire. Abdourahmane Ly et Moussa Fall. Ce sont de nouvelles instructions à l'attention des agents de la sécurité de l'UCAD. Une sécurité renforcée à la suite de la visite inopinée du leader de PASTEF en étudiant, ce que Steven Damsen regrette. Les représentants des étudiants dénoncent la politisation de l'espace universitaire. Ce membre du collectif des amicales de l'UCAD estime que les politiciens ne sont venus à l'UCAD que pour leurs intérêts politiciens. Nous tenons à rappeler que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit les autres partis politiques qui sont au niveau de l'université, nous tenons à leur dire que l'université n'est pas un lieu pour la politique. Bien vrai que ce que nous faisons, par exemple le syndicalisme que nous faisons, c'est la gestion de tout ce qui est œuvre sociale et pédagogique de nos camarades étudiants. Mais nous tenons à rappeler que les combats politiques doivent se gérer dans le champ politique, mais pas dans l'espace universitaire. Et nous, étudiants que nous sommes, nous ne devons plus accepter que des querelles politiques puissent nous diviser au niveau de l'espace universitaire. Et se dire que les politiques ne sont là que pour leur intérêt. Un événement survenu en cette période particulière de crise sanitaire qui a occasionné un rassemblement, un autre fait que cet étudiant déplore. Tous ces sacrifices-là, on ne peut pas les faire pour combattre la pandémie et de voir au niveau de l'espace universitaire des rassemblements d'ordre politique. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés pour dire non et dire aux camarades étudiants de les inviter à plus de responsabilités. Des étudiants qui crient haut leur autonomie vis-à-vis de la direction du COUD. Leurs représentants ajoutent que ni de loin ni de près, la direction n'est mêlée à cette politisation du campus universitaire. Cette conférence de presse est le fruit d'une concertation de la coordination des étudiants de Dakar. Je dois préciser que ce n'est pas la première fois qu'on a eu à le faire, parce qu'il y a eu des questions d'ordre socio-pédagogique qui ont eu plusieurs fois à nous réunir. Nous devons rappeler que nous sommes autonomes, nous sommes là pour les étudiants et nous devons prendre des positions très équilibrées, parce que derrière nous, il y a des camarades qui sont de l'APR, il y a des camarades qui sont de PASTEF, il y a des camarades qui sont au niveau de PDS. Donc notre position ne nous permet pas de prendre certaines directions allant dans le sens de la politique. Un collectif qui dresse un bilan positif de la lutte contre la pandémie à l'UCAD. Ses membres font savoir une réduction importante du nombre de cas de coronavirus dans ce temple du savoir. Cette visite du leader du PASTEF fait également jaser du côté de la classe politique. Déthié Diouf, ancien dirigeant du mouvement étudiant de 1996 à 2000, déplore cette situation. Le président du parti Visa les citoyens invite les acteurs de la scène politique à la sérénité. Selon lui, les leaders d'opinion doivent respecter les mesures barrières en évitant les rassemblements. Déthié Diouf était l'invité de votre émission Keno Askanui sur ITV. Il est avec El Hadj Malick Cissé. Ousmane Sonko a le droit d'aller rendre visite à ses partisans, à ses parents. Il en a plein le droit. Mais publier sur son page Facebook, tout le monde te suit dans un contexte de curiosité pour voir comment il est, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Donc, du coup, aussi de la logique sous-jacente, c'est une démonstration de force pour dire que les jeunes sont avec moi si vous me touchez. C'est comme ça qu'on a. Alors maintenant, on est dans un contexte où on doit éviter de propager l'épidémie parce qu'on est en train d'enregistrer de plus en plus des morts. Alors par rapport à cela, M. Sonko aurait dû être très conséquent et très conscient
que son geste peut être lourd de conséquences. Vous savez, nous, quand on n'était pas avec Wade, on n'était pas des militants de Wade. On était leaders, on était jeunes, fougueux et tout. Quand Wade devait venir, on se mobilisait par centaines, par milliers pour aller effectivement donc dans le brouhaha général, donc être, oui, on l'a vu, j'ai approché, j'ai touché son véhicule et tout. Ça, c'est l'esprit étudiant, taquin, provocateur, plein d'énergie, donc à déverser à tout moment. Donc nous pensons que ces jeunes-là doivent être très conscientisés. Que ce geste-là, parce que si vous voyez les images, beaucoup n'ont pas porté de masque. Et ces masques qui ne sont pas portés, si une seule personne a le virus, il a dû le transmettre et la chaîne de transmission d'ici quelques temps, et on souhaite que ça ne puisse pas arriver. Mais des conséquences fâcheuses peuvent avoir. Et il est prématuré de parler d'impartialité sur l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. C'est l'avis du chargé des affaires juridiques et de la protection des droits à la RADDHO. Senghane Senghor est convaincu que la justice va édifier les Sénégalais pour l'éclatement de la vérité sur cette affaire. Il est interrogé par Djeba et Seydina Mbaye. Nous pensons que pour cette affaire, il est un peu très tôt de taxer la justice d'impartialité. Parce que l'affaire n'est qu'à la phase d'enquête. Ça veut dire que, d'après nos informations, Ousmane Sonko n'est même pas encore en plein dans le dossier. Parce qu'il n'a pas reçu le dossier ainsi que ses avocats. Alors donc le processus déjà commence à se passer au niveau de la presse. Mais si les gens vont aussi dans un certain sens, c'est parce qu'il y a eu des précédents. Les précédents, c'est d'abord l'affaire Karim Wade, pour ne citer que les plus grosses affaires qui concernaient des hommes politiques. Il y a eu aussi l'affaire Khalifa Sall. Et dans les deux cas, nous avons trouvé des choses à redire sur comment la justice a fonctionné jusqu'à arriver à la condamnation. Peut-être c'est pour ça que certains commencent à prendre les devants et à se poser des questions. Mais nous demandons à la justice de faire son travail et de le faire strictement. Parce que dans cette affaire aussi, il s'agit de deux Sénégalais d'égale dignité, l'un accusant l'autre. Et comme je dis toujours, dans cette affaire, si on dit que c'est Ousmane Sonko qui est fautif, on a tort parce que on ne peut pas l'accuser d'être responsable. D'abord, il jouit de la présomption d'innocence, mais la deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas un troisième témoin pour attester de ce qui s'est passé. Comme si on dit aussi que Adji Sarr ne dit pas la vérité ou c'est de la manipulation, on le dit sans pouvoir le prouver. Parce que c'est les seuls deux qui étaient ensemble qui peuvent nous dire ce qui s'est passé. Et nous pensons que devant le juge, tout sera clair dans nos têtes et nous serons édifiés. Affaire Sonko Adji Sarr, toujours, la justice n'est qu'à la phase préliminaire de l'enquête. Selon Ibrahima Ndiaye, pas question pour l'enseignant en droit de parler de politique. Selon lui, il s'agit d'une affaire de mœurs. Il est également au micro de Djeba. Je suis désolé que la justice soit de sitôt accusée de partialité parce que la justice n'a rien fait pour le moment. La justice n'a pas encore fait son travail. Nous sommes dans la phase préliminaire, donc ceux qui parlent de partialité de la justice vont trop vite et je m'inscris carrément en faux de cela, pour la simple et bonne raison qu'il faut naturellement attendre que la justice prenne une décision qui ne soit pas en conformité avec ce que les faits ont révélé, pour dire maintenant que la décision n'a pas été bonne ou bien elle a été bonne. Là, je m'en limite à ça. Je crois que Ousmane est un politicien. Tous les politiciens ont une stratégie de communication. Leur stratégie de communication aussi ne peut pas forcément être catholique. Ça doit aller tout simplement, ou bien ça va toujours dans le sens de leurs propres intérêts. Mais nous, en tant que des personnes extérieures à la situation, on ne saurait convoquer ce genre de prétexte dans une affaire qui, en réalité, n'est qu'une affaire de mœurs. Coronavirus à présent, le point du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale fait état de 279 nouvelles contaminations à la Covid-19 sur 2168 tests. 6 décès enregistrés, 261 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris, et 52 cas graves sont actuellement en service de réanimation.
Lutte contre le coronavirus dans les établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale a reçu 165 000 masques de la part de la Task Force des Républicains. La cérémonie a eu lieu à Diamniadio en présence de Babacar Seck. La Task Force des Républicains a choisi l'Éducation nationale pour participer à la lutte contre la propagation de la Covid-19. Ainsi, 165 000 masques ont été remis au ministre de l'Éducation nationale. Parlant du secteur de l'éducation, c'est le secteur le plus important en termes d'effectifs. Tout à l'heure, M. le ministre nous rappelait que l'effectif au niveau des élèves tourne autour de 4 millions, sans compter les enseignants. Donc la première action Covid de la Task Force républicaine ne pouvait pas se faire en dehors de cet univers que constitue le secteur de l'éducation nationale. Nous devons tout faire pour éviter les rassemblements. Nous devons tout faire pour porter nos masques. Nous devons tout faire pour respecter l'ensemble des gestes barrières. C'est la meilleure façon, c'est la meilleure réponse que chaque citoyen peut apporter, n'est-ce pas, à cette équation que constitue la pandémie à Covid-19. Le ministre de l'Éducation s'est réjoui du don de ce lot de masques destinés aux 16 inspections d'académie et appelle les autres structures à soutenir l'école sénégalaise. Et dire également que nous sommes heureux de voir que nous ne sommes pas seuls, nous n'avons jamais été seuls dans ce combat. Et nous avons eu plusieurs actions et plusieurs partenaires depuis bientôt 1 an. Nous souhaitons aussi que d'autres entités au niveau du Sénégal viennent encore continuer à accompagner la société sénégalaise parce que dans le pilier numéro 2 de notre plan Sénégal émergent, c'est le capital humain. Qui parle de capital humain, parle de connaissance, de savoir. Ces 165 000 masques vont renforcer le dispositif déjà mis en place par les autorités de l'éducation nationale. Kaolack, impact de la Covid-19 sur le secteur artisanal. Le village artisanal de Kaolack vidé de ses clients, des touristes pour l'essentiel. Également, beaucoup de ces artisans n'ont pas encore reçu leur part du fonds Force Covid-19. Adamassar et Astombay ont fait le déplacement au village artisanal de Kaolack. À l'instar des autres secteurs d'activité, les artisans du village artisanal de Kaolack sont touchés de plein fouet par la pandémie de Covid-19. La plupart de leurs clients sont des touristes. Aujourd'hui, ils se font rares. Actuellement, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés parce que tous les assistants travaillent, exposent leurs produits, mais ils n'arrivent pas à les écouter. Du fait, les touristes ne viennent plus. Vraiment, nous avons beaucoup de problèmes pour écouler nos produits. Une situation qui les pousse à demander de l'aide aux autorités. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles puissent nous aider. Actuellement, on n'arrive plus à écouler nos produits. Vraiment, on dirait qu'on nous a oubliés. Beaucoup de Kaolackois ne savent pas l'existence du village artisanal. L'État doit nous aider. De l'avis du secrétaire général du village artisanal, les autorités ont réagi à travers le fonds Covid-19, mais tout le monde n'a pas été servi. Bon, comme le village est à 2 niveaux, au niveau du tourisme et de l'artisanat, le ministre du tourisme, M. Alioune Sarr, avait aider les villages artisanaux du Sénégal. Bon, au niveau de ce village, il y a certains qui en ont bénéficié, mais pas toutes, mais quand même un certain nombre de personnes ont bénéficié. Nous tenons à remercier d'abord le ministre vraiment de cette action. Pour le cas du ministre de l'Artisanat, il était venu à la Chambre de métiers lancer le programme pour aider les artisans à l'auteur de 150 000 francs par artisan. Il y a certains qui ont reçu, mais la majorité attend. Comme la plupart des villes du Sénégal, la pandémie de Covid-19 n'épargne pas la capitale du Saloum. Aujourd'hui, les conséquences de cette pandémie affectent beaucoup les artisans du village artisanal de Kaolack. Adamassar, à l'instar de certains artisans du village artisanal de Kaolack, des mécaniciens du garage La Dior sont dans la même situation d'attente du fonds Force Covid-19. Pourtant, ils disent avoir rempli les formalités. Illustration dans ce reportage de Mohamed Diaye. Des coups de marteau accompagnés de tintements aigus de voitures, un décor habituel au garage La Dior. Cet endroit niché au cœur de Dakar Plateau accueille depuis des années plusieurs dizaines de mécaniciens qui s'activent à la réparation de véhicules. Ces travailleurs sont impactés de plein fouet par la pandémie du coronavirus.
comme en témoigne ce monsieur. La pandémie du coronavirus a négativement impacté notre activité et notre chiffre d'affaires a pris un grand coup. Pour amortir les coups durs occasionnés par la Covid-19, les fonds de solidarité qui leur sont dédiés n'ont pour le moment pas fait d'effet, si ce n'est une partie d'entre eux qui en profitent. Un état de fait qui pousse le président de leur association à lancer une alerte aux autorités en charge de la question. Nous avons reçu l'aide Covid très tardivement. Il faut savoir qu'il y a des couacs parce que depuis lors, la majeure partie n'a pas reçu un seul sou, alors qu'on a eu à recenser une 50aine de dossiers. Cependant, le couvre-feu mis en place pour endiguer le coronavirus étouffe leur dynamisme et certains d'entre eux en font souvent les frais. Le couvre-feu a pratiquement mis aux arrêts toutes nos activités. Les gens ont beaucoup de difficultés pour rejoindre le domicile une fois qu'ils terminent le travail. Pas plus tard qu'hier, il y a un de nous qui a été interpellé nuitamment par la police. Le ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel avait lancé un programme national d'identification des artisans. Pour l'heure, une partie des concernés n'a pas accès au fonds Force Covid-19. À Dakar, les laveurs de voitures voient flou. Beaucoup de leurs clients préfèrent attendre que la poussière se dissipe avant de solliciter leur service. Un chiffre d'affaires donc à la baisse depuis 48 heures. Reportage Aïssatou Kane. La mauvaise qualité de l'air à cause de l'épais voile de poussière noté actuellement à Dakar prive les laveurs de voitures, leur clientèle. Depuis hier, on ne travaille pas parce que les clients ne veulent pas laver leur voiture au risque de la poussière. Cela nous empêche même de bien faire notre travail. On est obligé de nous couvrir et se mettre à l'abri. Abou Rahman, laveur sur la corniche près de la prison de Rebeuss depuis 6 ans, vit le même calvaire. La différence, seuls les abonnés sont au rendez-vous malgré la poussière. Plusieurs clients ne prennent pas le risque de laver leur voiture avec cette poussière. Par contre, les abonnés au lavage viennent malgré le temps qui n'est pas favorable. Pour 500, 1000 francs, ils nettoient leur véhicule. Le revenu est en baisse. Depuis hier, le responsable des laveurs espère que la situation revient à la normale. Avant, on avait un revenu qui s'élevait à 7 000 voire 8 000 francs. Mais avec cette poussière, on ne gagne que presque 2 500 maximum, 3 000. On espère que d'ici le week-end, ça va s'arranger. Alternative au chômage, laver les voitures est devenu un gagne-pain de beaucoup de jeunes. Malgré le nuage de poussière qui touche la capitale et ses environs, ils restent sur les lieux dans l'attente d'un hypothétique pic de clients. Et direction Touba, construction d'un marché d'intérêt régional à Ngiranen pour accompagner les commerçants de la localité. L'annonce est du ministre du Commerce. Aminata Assom Diatta était en visite dans la cité religieuse. Le programme de modernisation des marchés d'un coût de 60 milliards était au cœur de cette visite. Gorandaklo et Tchernofay. Cette tournée a pour but de faire l'état des lieux de l'exécution des marchés dans le cadre du programme de modernisation des marchés mis en place par l'État du Sénégal depuis 2018. Un comité de pilotage est mis en place pour suivre le programme de modernisation des marchés. Ce comité de pilotage est composé de 3 sous-comités. Et c'est un comité dont les conclusions devront être soumises au président de la République pour décision. Donc nous avons entamé cette tournée. C'est un programme qui concerne 81 marchés pour un montant global de 69 milliards. Diourbel fait partie des régions qui bénéficient de ce programme de modernisation à travers d'abord le marché de Doumbé Diop, mais aussi compte tenu de l'importance de la région.
un marché d'intérêt régional est prévu. Et compte tenu également des engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le choix est porté sur Ngiranen pour abriter ce marché et donc certainement poursuivre les travaux en cours. Mais pour le moment, nous ne pouvons nous prononcer ni sur les délais, ni sur le coût que l'État va supporter. Elle adhère en collaboration avec divers partenaires à lancer le projet d'appui au renouvellement des camions de vidange parc. La cérémonie s'est déroulée sous la présence effective du ministre de l'Eau et de l'Assainissement et de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, le compte-rendu de Abouté Dissou. Ce lancement du projet d'appui au renouvellement des camions de vidange a réuni plusieurs acteurs. Sous la direction du ministère de l'Eau et de l'Assainissement et de l'ambassade des États-Unis à Dakar, l'ADER et ses partenaires ont procédé à la signature des accords de réalisation du projet. L'histoire retiendra désormais l'acquisition de nouveaux camions sera simplifiée par le mécanisme de crédit facilité par ce pôle de partenaires dont l'ADER. Ainsi, nous pourrons mieux satisfaire la demande au niveau des populations, mais également offrir un service de qualité. Le directeur général de l'ADER, Papa Amadou Sarr, souligne que le parc s'inscrit dans la perspective de cette agence à faciliter l'octroi de lignes de crédit aux femmes et aux jeunes, notamment pour investir dans des filières prometteuses. Avec une enveloppe globale de 2 milliards de francs CFA pour la première phase initiale, le parc est un projet qui s'inscrit dans la dynamique de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, DRFJ, d'appuyer la structuration des chaînes de valeur productives et à travers laquelle nous soutenons les femmes et les jeunes à investir dans des filières à fort potentiel porteuses de croissance pour notre pays et de main-d'œuvre. Monsieur le ministre, le parc est un projet qui est destiné, d'une part, à faciliter l'achat de camions neufs. Et je le dis bien, dans ce projet, on n'achètera aucun camion d'occasion comme dans le précédent. Tous les camions seront neufs et montés ici au Sénégal. C'est ce partenariat Paris gagnant que nous voulons relever avec Senbus Industrie qui est présent. Ce projet est aussi destiné à mettre en place un mécanisme de crédit facilité par la DRFJ et son partenaire, la BNDE, pour assurer la pérennisation des activités de ce programme via un système de sous-traitance. L'ambassadeur des États-Unis, son Excellence Tulinabo Mushingi, magnifie cette collaboration des acteurs publics et privés pour répondre aux aspirations des masses. L'important de cette alliance, c'est que nous tous, nous savons que les gouvernements ne peuvent pas tout faire seuls. Cette alliance est particulièrement innovante et permettra d'améliorer l'assainissement au Sénégal en contribuant à combler les déficits de financement existants pour mieux répondre aux besoins de nos populations. Un système de qualité, un système d'assainissement de qualité passe par des équipements de qualité. Pour sa part, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement se réjouit d'un tel projet. Serigne Mbaye Thiam souligne l'intérêt que l'État accorde à ce secteur du reste pilier majeur des objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Vous savez que l'assainissement joue un rôle important dans la santé et le bien-être des populations, et c'est compte tenu de cette importance que la communauté internationale considère l'assainissement comme un défi majeur à relever. Cette démarche participative a rencontré l'adhésion des opérateurs privés organisés au sein de l'Association des acteurs de l'assainissement du Sénégal. La cérémonie qui nous réunit donc aujourd'hui a conduit à la mise en place d'un outil financier dédié à l'assainissement avec le soutien du projet USAID WASHFIN en collaboration avec l'ONAS, l'Association des acteurs de l'assainissement et l'ADER.
Actu Sport des vendredis, c'est avec Elhaj Malik Tchandoum. Bonsoir Malik. Bonsoir Osama, très ravi de te retrouver. Également, et on démarre avec du basket, deuxième fenêtre, FIBA Afrique, groupe B. Le Sénégal bat le Kenya et se qualifie en Afro-Basket 2021. Cela s'est passé au Palais des Sports de Yaoundé ce matin. Les Lions ont fait l'essentiel. C'est un processus, le travail va continuer durant ces 2 prochains matchs d'abord et en terminant aussi la préparation aux Jeux Olympiques avant de rallier Kigali pour la Coupe d'Afrique. On va essayer au maximum de voir tous les meilleurs joueurs possibles partout où ils se trouvent dans le monde pour pouvoir avoir vraiment une équipe compétitive lors de la Coupe d'Afrique à Kigali. Très bien de veiller à l'intégrité physique des joueurs, des journalistes, des commissaires de table. Donc je pense que c'est une très bonne initiative de le faire de la sorte. Football à présent, tour de cadrage, Coupe CAF, le Giraffe de Dakar a un pas de la qualification après son succès 1-0 au Nigeria face au FC Platinum Malik. Oui, les Giraffe-men sont allés donc faire l'exploit en terre nigériane en battant le FC Platinum par 1-0. Ils sont à un pas de la qualification aux phases de groupe de la Coupe CAF. C'est pourquoi les dirigeants n'ont ménagé aucun effort pour mettre l'équipe dans les conditions optimales de performance. L'équipe a été tout de suite regroupée à Thiès. Ils ont foulé la pelouse du stade Lat Dior où doit se jouer le match. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur l'objectif. C'est un match compliqué, mais les Giraffe-men restent quand même très objectifs et très concentrés sur le sujet. On va écouter Amadou Diop Boybandi, un des membres du staff technique. Je pense qu'on a frappé un grand coup. D'abord, en quittant Dakar, on était parti pour faire un bon résultat, un résultat positif, pour mieux préparer la manche retour. Dieu merci, on a fait un hold-up là-bas. Et comme on était parti dans un terrain inconnu, aujourd'hui, on a des repères sur cette équipe-là. Je pense que, voilà, on a les arguments, on a nos armes en main pour pouvoir mieux préparer la manche retour. Parce que, voilà, on connaît maintenant cette équipe-là. Je pense qu'aujourd'hui, comme plus que jamais, le Giraffe ne doit pas rater cette phase-là. Donc, l'équipe est mise dans d'excellentes conditions. Donc, on est arrivé avant-hier et le lendemain, on est venu à l'hôtel Lat Dior, en face de l'estade, pour faire notre regroupement là. C'est pouvoir donner le maximum de concentration, le maximum de force et d'énergie pour pouvoir préparer le match de dimanche. Je pense qu'on a nos atouts en main et ça, c'est une occasion, comme on dit, à ne pas rater. Et l'équipe a bien préparé ça. On a sorti la grande artillerie. On n'a pas lésiné sur les moyens, surtout en passant au félicite le président Chersek. Donc voilà, tous les Giraffe-man sont debout, le peuple sénégalais est debout pour pousser les Giraffe à cet exploit-là. Malik, et on termine avec cette bonne nouvelle pour les férus de la lutte sénégalaise. La saison démarre le 1er mars. Enfin, ils vont pousser un ouf de soulagement. L'attente a été longue et très anxieuse pour les promoteurs, tout comme pour les lutteurs et même pour les amateurs. Maintenant, c'est officiel, le 1er mars, l'arène va ouvrir ses portes et les promoteurs peuvent désormais prendre leur date et commencer les organisations. Mais toujours est-il que ce sera en huis clos. L'essentiel pour les promoteurs, c'était de déposer leur doléance auprès du CNG, qui a déposé également un mémorandum auprès du ministre des Sports, qui également a transmis le document au président de la République. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre et les coups vont commencer à pleuvoir. On va écouter Adam Bob, chargé de communication de la Fédération sénégalaise ou bien du CNG de lutte, au micro de Sekou Saïdi. Je confirme que la saison sera ouverte le 1er mars. Le 1er mars, Inch'Allah. Les modalités sont les suivantes. Les promoteurs qui sont prêts et qui peuvent venir régulariser les combats qu'ils avaient montés au niveau du bureau du CNG. Ils seront autorisés avec l'accompagnement du CNG à organiser des combats à partir du 1er mars à huis clos, avec le respect des mesures sanitaires, des mesures barrières. Parce que nous CNG, nous ne reconnaîtrons un promoteur prêt que quand il se présentera à nous, en nous disant voilà,
j'avais déjà donné telle avance à tel et tel lutteur. Maintenant, je viens compléter le reliquat. À ce moment-là, nous prendrons ça en compte et l'accompagnerons pour réaliser ses combats. Maintenant, la balle est dans le camp des promoteurs. C'est à eux maintenant de se mettre au travail et tout en sachant que la saison, officiellement, elle est ouverte à partir du 1er mars. Celui qui est dans les dispositions d'organiser sera le bienvenu au niveau du CNG. Il sera accompagné par le CNG pour, dans le respect des barrières et à huis clos. Donc, on peut dire, Malik, que les fans peuvent s'armer de paquets de sucre en attendant les coups de sifflet. Ah oui, l'adrénaline et la pression vont commencer à monter à partir du 1er mars. Il faudrait maintenant que tout le monde se prépare parce qu'on aura de grosses affiches. Déjà, Gaston Mbengue, le Don King de la lutte sénégalaise, a signé avec la maison pour le combat du 4 avril entre Eumeu Sène et Lac de Guerre numéro 2. Donc, on va prendre cela avec à bras le corps pour essayer de servir à nos téléspectateurs et à nos amateurs donc le meilleur de la lutte sur ITV et sur iRadio. Et puis pour ce week-end, donc l'attraction sera dans l'axe Yaoundé-Dakar, à Yaoundé où se déroule donc cette fenêtre FIBA, le Sénégal qui joue samedi contre Mozambique et dimanche contre l'Angola. Et puis dimanche, nous serons en direct sur iRadio du Stade Lat Dior de Thiès pour la seconde manche de ce match comptant pour les qualifications aux phases de poule de la Coupe CAF entre le Jaraaf de Dakar et Platinium. Donc voilà, on sera toujours là pour vous servir le meilleur du sport. Alors rendez-vous est pris, Malik Thiandou, merci beaucoup pour toutes ces actualités sportives. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais l'information en continu sur www.emedia.sn. Ce soir, intérêt général avec Khalifa Diakhaté à suivre sur notre antenne. Bonne soirée.